Que représente un tel festival qui vous accueille aujourd'hui? C'est l'occasion de faire la fête, pas vrai? C'est surprise. Voilà, donc j'estime que c'est quelque chose de très important parce que c'est le seul festival de femmes qui existe en France et qui date, enfin je veux dire que nous sommes à la 41e édition. Ce n'est pas la première fois que je viens à ce festival, mais c'est la deuxième, je pense, la deuxième fois. Voilà, c'est la première fois que je suis donc l'invité d'honneur. Donc je suis très touchée, très touchée. Voilà. Alors votre premier moyen-métrage, dans lequel d'ailleurs vous aviez même un rôle, s'appelait La Messagère. Je trouve que c'est un titre assez prémonitoire. Vous aviez 17 ans quand vous l'avez écrit. Que représente pour vous le cinéma? Doit-il forcément avoir une dimension sociale, politique, pour élever les consciences? Tout dépend du réalisateur. Pourquoi déjà on est réalisateur, on décide un jour d'être réalisateur? Vous êtes fou, c'est vrai, déjà, mais alors, tout dépend. La réponse réside dans cette question. Qui fait quoi et pourquoi? En tout cas, j'estime que le cinéma distrait, voilà, peut distraire, et le cinéma doit également, dans beaucoup de cas, éduquer, informer, aider les gens à prendre conscience de ce qui se passe du monde dans lequel ils vivent, quoi. Les aider à réfléchir. Quand on connaît la force de l'image cinéma, voilà, je veux dire qu'un film peut créer une révolution, ça peut changer, ça peut créer une révolution dans le sens positif ou négatif. Je dis que j'ai vu des gens aller au cinéma et qui en sont sortis, ils ont vu un film, mais ça a changé leur vie. Et ils vous le disent d'ailleurs. Ils vous disent, voilà, j'ai vu votre film et j'ai jamais pensé à ça, je ne savais pas que ça existait, etc. Bon voilà, donc je vous donne une petite anecdote. Je suis en rendez-vous, mon bureau m'appelle et me dit, il y a 4 jeunes garçons de 15-16 ans qui sont là, ils étaient parisiens, et ils sont là, ça fait une demi-heure qu'ils t'attendent. Alors, ils voulaient pas, ils étaient venus avec une bouteille, une boisson avec une rose du Porto. Parce qu'ils avaient lu dans les interviews que j'aimais le Porto. C'est vrai? C'est vrai. Il y en a un qui est arrivé avec une bouteille du Porto avec une rose rouge au boulot de la bouteille. Et puis les 3 autres, ils avaient un petit sac Vuitton. Voilà. Ah, ils attendent, mais moi je ne pouvais pas me libérer de ce rendez-vous. C'était un rendez-vous important. Alors, ils ont dit, j'ai dit leur qu'ils me laissent leurs coordonnées, on va se revoir, etc. Donc après 1 heure d'attente, ils s'en vont. Mais ils laissent des cadeaux. Et j'arrive, donc je découvre la bouteille, et dans le sac Vuitton, il y avait un chiot. Un chiot. Et oui, parce qu'ils avaient également lu que j'aimais les chiens, voilà. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est un chien, un petit chien noir. Regardez. Il est aux Antilles. Ça fait comment? Autopie. Ça, c'est une jolie. Alors, et ces garçons, ces gamins, je les ai rencontrés. Bon, je les ai invités à déjeuner, on a parlé. Ils avaient vu Dry White Season, une saison blanche et sèche. Et ces membres m'ont dit, quand on a vu ça, mais on est des foudrages. On s'est dit, mais c'est pas possible, on parlait comme ça des choses, mais voir le film, voir ça, non, nous avons décidé de nous inscrire à Amnesty International immédiatement, de fonder un Eusanne Palsy, un fan club. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et il m'a dit, depuis, on avait tout lu sur vous, quand vous aimez le porte-cigare, merci pour les cadeaux. Voilà. Un film, ça change une vie, souvent. Voilà. Et d'ailleurs, un film qui a été aussi un choc en France, comme dans le monde entier. Il y a un premier film, Lion d'argent à Venise, prix d'interprétation aussi à Venise. Ça a été un choc parce qu'on vous a découvert dans votre premier long métrage. Je parle évidemment de Rucasse-Nègre. Je pense que vous l'avez tous vu parce que c'est un film fondateur pour Eusanne et fondateur pour beaucoup de gens d'ailleurs. J'aimerais savoir, en rétrospective,
votre sentiment, car je crois qu'enfant, après les prières chez vous un peu traditionnelles, vous aviez une prière un peu secrète où vous vous demandiez, en tout cas, qu'on exauce votre vœu le plus cher, qui était celui d'être réalisatrice. Puisque vous parlez de prière, je vais faire une petite confidence. C'est vrai que je priais avec les parents, la famille, et après, quand tout le monde s'en allait, je restais dans ma chambre. Et je demandais au bon Dieu de faire en sorte que je grandisse vite, 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 très, très vite pour pouvoir faire des films. Bon, maintenant, j'ai arrêté de... Je lui demande d'autres grâces, parce que ceux qui ont vu Lucas Nègre, bien, le générique se déroule sur des cartes postales de l'époque. Hein? Et la dernière carte postale est une église. Et c'est sur cette carte postale qu'il y a écrit réalisé par Suzanne Patsy. C'était ma façon à moi. Je lui avais dit, si vraiment tu m'accordes cette grâce-là, ben, je te promets que je te remercierai à ma façon. C'était pour moi la meilleure manière de le remercier. Voilà. Donc, évidemment, après ce parcours du combattant, là, ça a été un marathon, hein, ça a été horrible, horriblement dur. Parce que personne ne voulait faire ce film. Les gens me disaient, oui, mais vous comprenez, avec ce titre, oui, Casse-Nègre. Je dis, non, non, c'est pas Casse-Nègre, c'est Casse-Nègre. Déjà. Oui, nuance. Je sais qu'à l'expression casser du nègre, mais quand même, bon, c'est pas ça. Ou bien on me disait, oui, mais bon, les gens n'iront pas voir ce film, et puis c'est un film d'époque, et puis d'autres me disaient, puis vous comprenez, les personnages sont noirs, ça passe pas. Ça passe pas, quoi. Quand on dit ça aujourd'hui, on a presque l'impression que ce n'est pas vrai, parce que, et ça continue, hein, c'est pas fini. Oui, bien sûr. Ça continue, là, de toute façon, de ça, bien sûr. Et du coup, j'ai eu une avance sur recette donnée par le Centre national du cinéma, et bien malgré tout cela, mon film n'était pas du tout attractif. Alors que l'avance sur recette, c'était pour... quand les producteurs savaient que tel projet avait une avance sur recette, c'était un critère de qualité. Et tout le monde se jetait sur les scénarios, les réalisateurs qui n'avaient pas encore de producteurs et qui avaient obtenu pour leur projet l'avance sur recette. Mais même avec ça, mon bébé n'attirait personne. On n'en voulait pas. Donc, et vous avez 18 mois justement pour pouvoir trouver un producteur et commencer déjà à faire quelque chose. Sinon, vous perdez l'avance sur recette. C'était ça à l'époque. Bien, je vous assure qu'on m'a fait marcher. On va voir comment. Peut-être que, je suis beau. Mais si, il va y avoir telle personne, etc. Quand je suis allée, bon, j'arrive avec plein d'espoir, je vais mettre mon scénario. Et le point m'a dit, bon, ben, on va le faire lire et puis on reviendra vers vous. Ça a duré 6 mois. Alors que vous avez 18 mois, hein. 6 mois, j'appelle. Non, mais on reviendra vers vous. Je dis, mais c'est pas possible. Puis un jour, j'ai dit, j'en ai marre. Je débarque. J'arrive de son bureau. Et je lui dis, excusez-moi, madame, mais ça fait quand même 6 mois que j'ai perdu 6 mois sur mes 18 mois. Donc, c'est oui ou non. Elle me dit, écoutez, oui, on allait justement prendre contact avec vous pour vous dire qu'on a lu, mais ce n'est pas du tout le style de la maison. Ah, quelle a besoin pour le style de la maison. Elle m'a dit ça. Alors je lui ai dit, il nous a fallu 6 mois pour voir que ce n'était pas le style de la maison. Eh bien, je vous remercie, très bien. Et je suis partie. Et c'était vraiment, j'étais désespérée. Alors je priais. Je me disais, c'est pas possible. C'est la première fois dans les annales de la cinématographie française qu'un scénario entier obtenait l'avance sur recette. Je dis, ce n'est pas possible que les choses se terminent comme ça. Et c'était dur, parce que je me disais, j'ai une lourde responsabilité. Je suis la première, et je n'arrive pas à monter le film. Je dis, non, c'est pas possible. Non. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, la personne qui m'a vraiment aidé à faire ce film, c'est M. Claude Nedjar, qui était donc distributeur, producteur et distributeur, et qui a mis beaucoup d'argent. Et puis, donc, il y a la Martinique aussi, et les Césaires, qui a justement contribué, il a bouclé le financement. Voilà. Sans ça, je ne pouvais pas avoir l'agrément du centre pour pouvoir démarrer le tournage. Premier film réalisé par une femme noire, produit par la MGM, c'est-à-dire un des plus gros studios américains de l'époque. C'était déjà absolument incroyable. J'aimerais que vous nous disiez, vous avez en plus
convaincu Marlon Brando, à l'époque qui était en retraite, eh bien ce petit bout de femme à l'époque l'a convaincu de sortir de sa retraite. Le film connaîtra évidemment la carrière que vous lui connaissez, Oscar notamment du meilleur second rôle pour Donald Sutherland, le blanc qui ose enfin parler. C'est un tournage absolument incroyable dans votre vie. Il y a vraiment eu un avant et un après Elisabeth Passy avec ce film. Oui, parce que le Cazenec, déjà au niveau du budget, c'était pas du tout la même chose. Le Cazenec a coûté, je peux compter dans les francs, etc. Mais en tout cas, si on parle par exemple en dollars, c'est un demi-million de dollars. Voilà. Ça a coûté donc 600 millions de centimes au dinar, alors que celui-là, c'est 20 millions. À l'époque, c'était énorme, énorme, bien voilà. sûr. Oui, donc tout est différent, c'est-à-dire au niveau de l'équipe, du tournage, les rapports aussi, avec les gens. On a un producteur, c'est un tournage, était un tournage un peu plus intimiste.